Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser ici à un exercice d'électrostatique dont la première partie, à savoir la détermination des champs et potentiels électrostatiques, sera traitée à l'aide du théorème de Gauss. La seconde partie, quant à elle, utilisera l'expression du champ ainsi obtenu afin d'en déduire l'énergie électrostatique de ce système de conducteurs. L'objectif étant essentiellement ici de déterminer la capacité d'un condensateur sphérique, puis, à l'aide de l'expression de l'énergie électrostatique stockée, de retrouver par une autre méthode l'expression de la capacité du condensateur. Donnons maintenant l'énoncé. On considère un condensateur constitué de deux conducteurs électriques formant, pour le premier, une armature interne sphérique de centre O et de rayon R1. Pour le second, une armature externe, dont la face interne est sphérique de rayon R2 supérieur à R1, tandis que sa face externe a une forme quelconque. On note Q, la charge portée par l'armature interne, portée au potentiel V1. La sphère de rayon R2 est alors portée au potentiel V2. Tout ce qui vient d'être dit est illustré par la figure présente à l'écran. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on commence par faire, ici affiché en vert, un rappel relatif au conducteur parfait. La charge portée par un tel conducteur, si elle existe, ne peut être que surfacique. Sa répartition est alors telle que le champ électrique au sein du conducteur soit toujours nul. Dans le cas qui nous intéresse, cela se traduit par le fait que la sphère de rayon R2 voit apparaître sur toute sa surface une charge -Q uniformément répartie, et qu'ainsi le problème possède, pour la répartition de charges considérée, une symétrie sphérique. Passons aux questions. Pour la première, on demande l'expression du vecteur champ électrostatique en un point M quelconque situé entre les deux armatures. On demande ensuite d'exprimer le potentiel électrostatique entre ces mêmes armatures, puis d'en déduire la différence des potentiels, U égale V1 moins V2. La deuxième question consiste à déterminer, à partir de ces premiers résultats, la capacité C du condensateur ainsi constitué, puis à donner la valeur limite de cette capacité selon les conditions indiquées. La troisième et dernière question a pour but de faire retrouver l'expression de la capacité à l'aide d'une méthode énergétique. Cela en donnant deux expressions différentes de l'énergie électrostatique stockée par le condensateur ainsi chargé. Passons au corrigé de cet exercice. Avant de commencer la résolution proprement dite, on donne quelques conseils méthodologiques. Pour la première question, première partie, on utilisera le théorème de Gauss, tandis que pour la seconde partie, on exprimera la circulation du champ électrostatique entre deux points appropriés. La deuxième question trouvera une réponse rapidement en utilisant la relation Q égale CU. Enfin, la dernière question sera résolue en utilisant d'une part la relation reliant le champ et l'énergie électrostatique, d'autre part en identifiant le résultat obtenu avec la formule donnant l'énergie stockée dans un condensateur soumis à une différence de potentiel U égale V1 moins V2 et dont l'armature interne porte la charge Q. On va utiliser le théorème de Gauss une fois établies les symétries et les invariances caractérisant ce système. Comme on l'a déjà signalé, la répartition de charges présente la symétrie sphérique, et c'est la raison pour laquelle on va utiliser en chaque point grand M la base locale UR, Uθ, Uφ, associée au repère des coordonnées sphériques R, θ et φ. Commençons par les propriétés de symétrie. On remarque sans peine que tout plan passant par le centre O du condensateur sphérique est un plan de symétrie. Or, le vecteur champ électrostatique, qui possède les mêmes propriétés de symétrie que la distribution de charge, doit nécessairement être inclus dans ces plans. Il en découle qu'en un point M quelconque de l'espace, le vecteur champ électrostatique ne peut qu'être dirigé selon le vecteur unitaire UR. On a donc établi que E en M égale ER de R, θ et φ selon le vecteur unitaire UR. Poursuivons par les propriétés d'invariance. La distribution de charge est invariante par rotation d'angle θ, colatitude, et φ, longitude. On en conclut que le champ ne peut dépendre que de la distance petit r entre le centre O de la boule et le point grand M considéré.
En refaisant des raisonnements similaires, tout ce qui vient d'être dit s'applique encore au potentiel, lequel, en conséquence, ne dépendra également que de la coordonnée radiale petit r. Vous pouvez prendre connaissance de la remarque affichée en orange, qui donne ici deux autres façons d'aborder le problème pour conclure au même résultat. Finalement, on trouve vecteur E en M égale ER de R selon le vecteur unitaire UR et V de M égale V de R. Il reste à choisir une surface de Gauss sigma adaptée aux symétries évoquées précédemment. On la recherche orthogonale en tout point aux lignes de champ de manière à simplifier grandement les calculs, et il n'est pas bien difficile de deviner qu'il s'agit d'une sphère de centre grand O que l'on choisira de rayon petit r compris entre R1 et R2 de manière à la situer dans l'espace interarmature. Cette surface coïncidera donc avec une surface équipotentielle, comme cela est illustré maintenant à l'écran sur ce schéma qui résume la situation. On rappelle dans un premier temps l'expression générale du théorème de Gauss, lequel exprime que le flux du vecteur champ électrostatique E de RA au travers de la surface sigma de rayon RA est égal à la charge intérieure à sigma divisé par la permittivité du vide epsilon 0. On donne ensuite le détail du calcul, lequel tient compte du caractère radial du champ et de l'expression de la surface élémentaire ds égale R2 sinus θ dθ dφ, exprimé ici pour la sphère de rayon RA. Les calculs, classiques et complètement détaillés ici, permettent d'aboutir à l'expression indiquée. On précise ici, sous forme d'une remarque, qu'il était parfaitement possible de simplifier le calcul des intégrales en tenant compte, dès le début du calcul, du fait que l'expression du vecteur champ électrostatique ne dépendait que de la seule variable petit r. Ainsi, en exprimant directement l'aire de la surface de Gauss de rayon petit r, à savoir SA égale 4pi que multiplie RA au carré, on parvient immédiatement au résultat, conformément à ce qui est indiqué maintenant. Nous vous laissons prendre connaissance du détail de cette explication. Le membre de gauche de la relation donnée par le théorème de Gauss étant obtenu, il reste à exprimer le membre de droite. La charge intérieure à sigma se réduit à celle portée par l'armature intérieure. Les autres charges, notamment celles portées par l'armature externe, se trouvant en dehors de la surface de Gauss. Ainsi, pour RA compris entre R1 et R2, c'est-à-dire dans l'espace interarmature, on a 4pi RA au carré que multiplie ER de RA égale Q sur epsilon 0, c'est-à-dire ER de RA égale Q que divise 4pi epsilon 0 RA au carré. En simplifiant les notations et en remplaçant RA par la variable courante petit r, on obtient le résultat annoncé, exprimé sous forme vectorielle à l'aide du vecteur unitaire radial UR. On remarquera au passage qu'il s'agit du champ que créerait une particule ponctuelle placée au point O, portant la même charge Q, à la distance r de ce dernier. L'expression du champ étant établie, il n'est pas difficile de trouver celle du potentiel V de R. On part de la relation E égale moins gradient de V, qu'on intègre le long d'une ligne de champ entre deux équipotentiels au potentiel V de R1 égale V1, correspondant à petit r égale R1, et V de R, correspondant à petit r. La méthode, illustrée dans le détail par les calculs indiqués, conduit à V de R égale V1 plus Q sur 4pi epsilon 0, facteur de 1 sur R moins 1 sur R1. Expression, bien sûr, valable pour petit r compris entre R1 et R2. Répondons désormais à la question 2. On utilise pour cela la relation de définition de la capacité Q égale C facteur de V1 moins V2 égale Cu, laquelle traduit la relation de proportionnalité existant entre la charge portée par l'armature interne du condensateur et la différence des potentiels U égale V1 moins V2 régnante entre les deux armatures. On trouve ainsi immédiatement C égale Q sur U égale 4pi epsilon 0 que multiplie R1 R2 divisé par R2 moins R1. Le reste de la question se traite tout aussi rapidement
en posant R2 égale R1 plus E et en utilisant l'approximation E sur R1 très petit devant 1. Le détail du calcul, qui est indiqué ici, permet d'établir que C est à peu près égal à 4pi epsilon 0 R1 au carré divisé par E, c'est-à-dire epsilon 0 S sur E, relation dans laquelle S égale pi r carré représente l'aire commune des deux armatures séparées de la distance petit e. Comme cela est expliqué, cette expression de la capacité est égale à celle de la capacité d'un condensateur plan constitué de deux armatures de même aire S séparées d'une distance E. Ceci peut s'interpréter aisément, comme cela est écrit, si la distance qui sépare les armatures est très petite devant leur dimension commune, tout se passant alors comme si les armatures étaient de rayon infini, c'est-à-dire comme si elles étaient planes. Passons à la dernière question. On va calculer, pour commencer, l'énergie électrostatique stockée par le condensateur. Epsilon E égale intégrale triple étendue au volume du condensateur de epsilon 0 E carré de m divisé par 2 dV. Cette énergie est celle que le condensateur, chargé avec la charge Q, est susceptible de libérer lors de sa décharge, c'est-à-dire après avoir court-circuité ces deux armatures par un fil conducteur, sachant qu'alors celui-ci est traversé par cette charge Q. Cela explique pourquoi la charge éventuellement portée par la surface extérieure de l'armature externe ne doit pas être prise en compte. L'énergie stockée dans le condensateur est définie comme l'énergie contenue dans le seul champ localisé dans le condensateur. On complète ce qui vient d'être dit par une remarque précisant que, puisque le champ électrostatique est nul dans les conducteurs constituant le condensateur, on aurait pu tout simplement écrire epsilon E égale intégrale triple étendue à l'espace interarmature de epsilon 0 E carré de m divisé par 2 dV. Ce résultat est en général pour les condensateurs. Ainsi, en distinguant les trois volumes indiqués, l'intégrale triple se scinde en trois parties, dont deux n'apportent que des contributions nulles, du fait de la nullité du champ électrostatique dans les deux conducteurs. L'intégrale restante, étendue à l'espace interarmature, se calcule comme indiqué en utilisant la séparation des variables. Vous pouvez prendre connaissance du détail des calculs, qui sont ici encore complètement détaillés. Sachant qu'une fois de plus, on aurait pu mener ces calculs plus rapidement en exploitant au mieux la symétrie sphérique de la répartition de charges. On termine l'exercice en identifiant l'expression ainsi trouvée avec celle générale donnant l'énergie stockée dans un condensateur de capacité C, soumis à une différence de potentiel U égale V1-V2, à savoir epsilon E égale 1/2 de C, facteur de V1-V2 au carré. Après simplification, compte tenu de la relation entre la charge et la différence des potentiels, on retrouve l'expression de la capacité du condensateur sphérique déjà établie à la question 2. Cette vidéo est maintenant achevée. Si elle vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.